pense que les collègues nous écoutent. Quelqu'un aussi qui a des suggestions ou des propositions, comme nous sommes en train de discuter sur la stratégie à utiliser pour que nous puissions accélérer le processus visant à renforcer notre visibilité et rendre crédibles nos propositions. Je pense que nous tous, nous avons la parole car c'est nous qui ont proposé ces pistes de solutions à la Fondation. Donc, la parole est accordée à tout un chacun qui a à nous partager et comme proposition. Merci. À vous la parole. Alors, en attendant que les autres prennent la parole, je vais demander les lumières de notre doyen, Monsieur Modikilo, Papa Modeste. Je vais demander ses lumières par rapport à cela, s'il peut intervenir. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur global. Je vous resalue, je salue tous les camarades et je vous souhaite bon vent. Alors, en peu de mots, je pense que je vais pas aller dans de grands discours puisqu'on est dans la procédure de soumission de projet. Bon, ce que je peux apporter un tout petit peu pour ceux qui ont déjà déposé de projets ou ceux qui sont en train de concevoir les projets, c'est de toujours mettre en tête que nous sommes ici en face d'une fondation internationale. C'est la même chose comme une ONG internationale, c'est la même chose comme par exemple les Nations Unies ou c'est la même chose comme le grand bailleur. Donc on est à ce stade-là. Alors, à ce stade-là, il y a toujours une procédure. Il y a une procédure de soumission de projet qu'il faut toujours avoir au besoin avoir même un petit carnet dans lequel on écrit les différentes étapes de cette procédure de soumission d'un projet aux bailleurs de fonds internationaux, aux fondations internationales, aux ONG internationales. La première des choses, que celui qui entend soumettre son projet à ces bailleurs internationaux, c'est que dans le cadre du contexte dans lequel il est en train d'élaborer son projet et les objectifs, il puisse se dire que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous vivons dans un environnement marqué par une forte compétitivité pour l'accès au financement. Je crois que là, c'est indiscutable, tout le monde en est témoin. Au moins, du moins ceux qui sont dans notre monde ici des projets. Alors, la soumission d'un projet requiert une approche vraiment structurée, conforme aux exigences des bailleurs des fonds internationaux, aux fondations internationales, les cas échéants ici de notre fondation Chantal Massem. La deuxième chose, c'est l'identification stratégique du bailleur. Il est impératif d'identifier en amont un partenaire financier dont les priorités sont alignées avec les secteurs d'intervention défendus par elle. Par exemple, parce que ici, l'exemple que je prends, c'est la Fondation Chantal Massembo. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'environnement, il y a le développement durable, il y a les actions sociales, il y a l'assainissement, etc. Donc ça, par exemple, nous qui sommes en face de la Fondation Chantal Massembo, nous devons automatiquement avoir ça en tête de manière permanente. Alors, les types d'organisations, c'est-à-dire que les ONG, les bailleurs de fonds, les Nations Unies et tout, font partie de ces structures qu'il faut identifier impérativement en amont. La troisième chose, c'est la vérification et l'éligibilité et la conformité de votre projet. Nous avons des conditions. Ici, le coordonnateur global vient de rappeler qu'il va peut-être vers la fin de la réunion pouvoir parler encore de ça, de manière à permettre à chacun d'avoir ça en tête de manière permanente pour que, en amont, lui-même, en écrivant, en rédigeant son projet, il puisse vérifier son éligibilité et la conformité de son projet. Est-ce qu'il convient d'examiner rigoureusement le document d'appel à projet qu'on appelle pour les cordons
le cordon global qui est en même temps anglophone, c'est les guidelines. Donc, tout ça, ça permet de vérifier, par exemple, les critères juridiques, les statuts légaux, l'ancienneté, l'enregistrement, tout ça là. Les critères géographiques, thématiques, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut bien vérifier à l'avance. Quatrièmement, il y a la prise de contact préalable si cela est autorisé. Si les règles, par exemple, de la fondation ou du bailleur permettent une prise de contact par courriel ou un entretien, afin de présenter brièvement la structure, bon, donc cette prise de contact-là peut être faite. Cinquièmement, il y a l'élaboration de la proposition du projet. Et là-dedans, il y a à peu près, je dirais, 7 ou 8 sous-points, en commençant par le contexte et la justification du projet, qui doit démontrer une compréhension claire du problème, une analyse fondée sur des données fiables, une identification des bénéficiaires, la pertinence du projet vis-à-vis des priorités du bailleur. Le deuxième sous-point par rapport à ce point 5, c'est l'objectif et les résultats attendus. Donc, le projet doit définir un objectif global. Il doit décliner un objectif qui doit être décliné en objectif spécifique formé selon l'approche SMART. Je crois que on ne sait pas entrer dans les détails de cela, on en reparlera après. Et troisième sous-point, il y a le cadre logique. Donc, le projet doit intégrer un cadre logique structuré comprenant des indicateurs de performance. Et ces indicateurs doivent être quantitatifs et qualitatifs. Et ça doit avoir des sources de vérification des hypothèses et des conditions de réussite. Le quatrième sous-point par rapport au point 5, c'est le plan de mise en œuvre. Donc, la description détaillée des activités, l'élaboration d'un chronogramme, la clarification des responsabilités des parties prenantes. Le cinquième sous-point, c'est le budget détaillé, qui doit être cohérent avec les activités proposées. Hein? Pas que vous avez un budget, mais quand on jette un coup d'œil sur les activités proposées, on se rend compte qu'il y a une incohérence. Et là, c'est très dangereux. C'est très souvent ça qui amène au rejet de beaucoup de projets. Donc, le sixième sous-point, c'est le dispositif de suivi, évaluation. Il y a un retour là que j'entends. Donc, le sixième point, c'est le dispositif de suivi, évaluation. Donc, le projet doit prévoir des indicateurs mesurables. Donc, un mécanisme de collecte d'analyse des données, une fréquence de suivi, un dispositif de reporting. Le septième sous-point, c'est l'analyse des risques, l'identification des principaux risques, des risques opérationnels, des risques financiers, des risques contextuels et la définition des mesures d'atténuation qui doivent être vraiment appropriées. Le huitième sous-point, c'est la durabilité et la pérennité. Et ça, c'est encore beaucoup plus important. Donc, le projet doit démontrer sa capacité à gérer des impacts durables, exponentiels, multiplicateurs. Donc, le mécanisme d'appropriation par les bénéficiaires, c'est très important. Les stratégies de continuité après la fin de financement. Et le sous-point 9, c'est la gouvernance et la capacité institutionnelle. Donc, la présentation de l'organisation porteuse du projet, ses expériences, son équipe de mise en œuvre, ses mécanismes de gouvernance de gestion. C'est très important parce que c'est ça qui est à la base qui sera à la base de la réussite. Le sixième point, c'est le contrôle de la qualité avant soumission. Donc, avant le dépôt, il est essentiel de vérifier la conformité complète du projet avec les exigences du bailleur. Ici, par exemple, le FCM a des exigences vraiment rigoureuses. Donc, il faut vérifier la conformité complète avec ces exigences-là, relire l'ensemble du document pour assurer la clarté, la cohérence, s'assurer de la disponibilité de tous les documents requis, statut juridique, certificat officiel, rapport financier, lettres de partenariat, etc. Et le dernier point, c'est finalement la soumission du projet. Donc, là, le dossier ou le document ou le projet doit maintenant être transmis via les canaux officiels indiqués. Voilà. Donc, en conclusion, la soumission, dans la procédure, la soumission d'un projet face à un organisme international, cette soumission repose sur une combinaison de rigueur technique, la conformité administrative et l'alignement stratégique. C'est le respect de ces étapes décrites dans la logique dans laquelle nous sommes maintenant, constitue vraiment un levier
essentiel pour améliorer la qualité des propositions et maximiser les chances d'obtention de financement. Merci beaucoup, cher coordonnateur global. Merci beaucoup, Monsieur Modikilo. C'était un cours magistral condensé en quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, je vais encore vous enquiquiner un tout petit peu. Au regard de ce que vous avez dit, étant donné que nous avons pris comme cas d'école aujourd'hui le projet de Monsieur Moïse, si vous l'avez entendu, c'est quoi les recommandations, les suggestions que vous pouvez lui faire? Le projet de mon Monsieur Moïse, hier, j'étais arrivé en retard. Aujourd'hui, je suis arrivé en retard de 22 minutes. S'il peut me faire un tout petit résumé en 30, 40, 50 secondes, je peux donner mon point de vue. S'il peut me refaire en 30, 40, 50 secondes le résumé de son projet, et donc je peux donner Merci beaucoup, Papa Modeste. Concernant notre proposition, on l'avait présentée le jeudi de la semaine passée. Et là où nous, on avait pris un programme, ce n'est pas une proposition simple. On avait pris un programme qui va s'étendre sur une période de 3 ans, qui regroupe les secteurs majeurs dans le cadre des objectifs de la Fondation. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'environnement, il y a le relèvement communautaire. Donc, c'était un macro-programme qui s'étendait sur une période de 3 ans, mais qui englobe tous les secteurs et que la Fondation veut apporter, à qui la Fondation veut apporter une réponse. Merci. Oui. D'accord. Alors, pour donner, tout de suite là. Richard, pardon. Allez-y, pour donner quelques ajouts afin que votre réponse soit davantage adaptée. Alors, Monsieur Moïse, le projet va s'étendre sur plusieurs zones et il y a plusieurs groupes à l'intérieur de leur projet et chaque groupe va s'occuper d'un aspect précis. Donc, je vous donne ces indications-là pour que la réponse soit plus étoffée. Oui. Merci. Ok, merci, monsieur le coordonnateur. D'entrée de jeu. S'il vous plaît, est-ce que je peux ajouter pour que Modeste puisse avoir au moins l'idée du projet, parce que ça ne lui permet pas de pouvoir répondre. D'accord. En fait, il s'est constaté qu'au niveau de la zone santé, au niveau des territoires, au niveau des provinces de Kasaï, donc Kasaï Chikapa et Kasaï Lomami, il se pose des problèmes de migration. Les collègues, les confrères les compatriotes qui ont été en Angola ont été pourchassés, ont été expulsés de l'Angola. Il se peut qu'il y a plus de 15 000 personnes. Oui. Monsieur Delphin, donc soyez synthétique. Oui, oui. Je ne lis pas. En tout cas, je dis ce qui est, en esprit. Et donc, il se pose des problèmes de migration. Les compatriotes ont été expulsés et aujourd'hui, ils sont dans la rue, ils vivent à la Belle Étoile. Et puis, il y a un problème au niveau de la rivière Kasaï qui avait inondé. Il y avait inondation de la rivière, et ce qui a causé la perte des infrastructures comme les écoles, comme les églises, comme les centres de santé. Enfin, il y a les petits problèmes, il y a les grands problèmes des Kamwenansa, comme vous les connaissez, qui en principe a causé des dégâts et des déplacements, ça n'était suivi. Et aujourd'hui, la situation reste précaire au niveau des Kasaï. Ce sont les 3 problématiques qui avaient été soulevées. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des problèmes il y a des problèmes communautaires, des cohabitations pacifiques. Et là, nous avons pensé qu'au-delà de ces problèmes, parce qu'il y a aussi les problèmes de sécurité alimentaire où la population est estimée à 3 millions de personnes en besoin. Et le projet vient répondre à ces problèmes. Non seulement que le projet prévoit appuyer les écoles, parce que les enfants sont en dehors du circuit scolaire. Ça prévoit, n'est-ce pas, réhabiliter 8 écoles et construire 4 écoles dans quatre territoires distincts.
dont des territoires dans les Kasaï centrales et à l'Omami des territoires. Ça vient aussi prendre 1000 personnes, 1000 ménages, en lui donnant les semences en agriculture afin de pouvoir, n'est-ce pas, améliorer la sécurité alimentaire. Ça vient aussi s'occuper des problèmes de santé, des problèmes de la population en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base, donc surtout les mamans qui ont des problèmes, parce qu'il a été remarqué les problèmes de mortalité maternelle et néonatale. Et là, le projet vient résoudre ces problèmes. Enfin, le projet vient résoudre les problèmes de cohabitation pacifique en appuyant les comités locaux de sécurité pour pouvoir, n'est-ce pas, ramener les trois ethnies qui se retrouvent dans les milieux et qui se disputent régulièrement, pouvoir les amener à pouvoir vivre ensemble. Voilà. Dans ce contexte-là, le projet ne pourra pas être mené par une seule organisation, ça doit être mené par 4 organisations. C'est un consortium de 3-4 organisations et dont chaque organisation aura un rôle à jouer par rapport aux thématiques. Il nous a été recommandé de pouvoir, n'est-ce pas, pour chaque organisation de pouvoir former un comité et un groupe de 12 à 24 personnes, suivant les recommandations du coordinateur national général. Et bien, au lieu que nous partions du méga projet de 3 ans et que nous ramenions le projet à des thématiques seulement, et là, la Fondation pourra donner une réponse réfléchie par rapport à ce que nous avions fait. Si j'ai bien suivi les tenants et les aboutissants de la discussion d'aujourd'hui, voilà un peu modeste par rapport à ces projets-là, les projets de... ça s'appelle projet de... qu'est-ce qu'il faut dire? De résilience, les projets de résilience communautaire pour pouvoir aider cette population à pouvoir, n'est-ce pas, trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà, d'une manière ramassée, l'essentiel du projet. Merci. Ok, merci. Je peux, le coordonnateur global, je peux prendre la parole? Absolument. Allô? Oui, je peux. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup, Maître Moïse. Merci, Docteur Moïse. Merci, coordonnateur global. D'entrée de jeu, je vais vous rafraîchir la mémoire par l'expression française qui dit qui trop embrasse, mal le train. Ça veut dire quoi? Si je dois rentrer dans le contexte qui est le nôtre maintenant là, un projet multisectoriel déployé simultanément sur plusieurs localités et très souvent dans la majorité des cas difficilement finançable. Et ça, c'est par rapport à la petite expérience que j'ai. Et c'est un projet risqué et ça dit que c'est un projet qui risque de ne pas être exécuté tel quel. J'en ai connu plus d'une fois les cas. Parce que les bailleurs de fonds privilégient la clarté, la focalisation et la maîtrise opérationnelle. Ça, c'est un élément très, 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 très important. Cela ne veut pas dire que, par exemple, toutes les idées que vous avez là sont mauvaises. Non, c'est au contraire. Ces idées-là ne sont pas mauvaises, mais elles doivent être structurées intelligemment. Alors, ce que moi, je vous conseille, c'est de passer d'un projet dispersé, qui paraît dispersé, à un programme structuré et phasé. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, vous commencez par exemple par clarifier votre vision. Est-ce que c'est un programme, c'est un projet? C'est un projet est ciblé, il est limité, il est précis. Mais un programme, c'est un ensemble cohérent de plusieurs projets liés. Mais vous devez arriver à faire les choses intelligemment. Donc, votre initiative doit être présentée comme je dirais, un programme multisectoriel, bien sûr, mais composé de sous-projets sectoriels et géographiques. Et là-dedans, vous devez prioriser ce qui est vraiment non négociable dans la plupart des cas.
vous devez prioriser les choses. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une priorité. C'est très, très, très important. Hein? Parce que si vous vous concentrez dans un premier temps vous restez focus sur un secteur, une activité, une localité, vous allez réussir à 100% et cela vous permettra d'avoir un modèle à implémenter progressivement. D'ailleurs, vous allez même vous attirer la sympathie du bailleur de fonds qui vous trouvera très, très, très intelligent. Alors, la méthode très souvent recommandée, comme je viens de le dire, vous essayez de voir parmi tous ces secteurs-là, quel est le secteur prioritaire? Quelle est la zone pilote localisée pour que ça constitue une localité de test de ce que vous voulez faire? Pourquoi je dis cela? C'est pour prouver la faisabilité, c'est pour produire des résultats rapides. Et puis, en produisant les résultats rapides, vous allez rassurer les bailleurs. Ensuite, il y a l'adoption d'une approche par phase. Par exemple, vous prenez une première phase pilote, vous avez un secteur, vous avez une localité, vous vous fixez une durée à court terme. Ça peut être 6 mois, 9 mois, 12 mois, et avec comme objectif de démontrer un impact direct. Vous passez maintenant à la deuxième phase, qui est celle d'extension, comme je venais de vous le dire. Quand vous réussissez la première phase, ça vous permet maintenant une extension qui ne pourra pas échouer. Parce qu'en ce moment-là, vous allez commencer à ajouter progressivement d'autres localités. Vous allez, tout en ajoutant progressivement d'autres localités, vous allez vous renforcer dans le même secteur. Ensuite, vous allez maintenant passer à la phase de la diversification. Donc, vous introduisez progressivement d'autres secteurs, prudemment. Et c'est exactement d'ailleurs ce que recherchent beaucoup de bailleurs, avec la petite expérience que j'ai. Donc, vous avez la maîtrise, hein, vous ajoutez à cela une croissance progressive. C'est vraiment formidable pour beaucoup de bailleurs. Alors, ensuite, vous commencez à tout structurer par composantes. C'est-à-dire que vous découpez ou vous répartissez ou vous scindez le projet en composantes indépendantes entre elles, mais qui restent cohérentes. Je ne sais pas si je me fais par exemple, vous avez première composante éducation, deuxième composante agriculture, troisième composante assainissement et eau par exemple. Alors, chaque composante doit pouvoir être financée séparément pour être évaluée séparément. C'est très, 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 très important. Il ne faut pas que les choses soient mélangées. Ensuite, vous adaptez la stratégie de financement maintenant. Vous voyez, ce qui est très important de noter aussi, c'est qu'une seule demande pour tout financer, je sais pas. Donc, il y a une forte probabilité de rejet. Forte probabilité de rejet. Peut-être les plus expérimentés que moi qui sont dans le groupe ou alors le coordonnateur global pourra me contredire, mais une seule demande qui doit être financée en tout et pour tout a de fortes probabilités de rejet. Alors, la stratégie recommandée devra être de soumettre plusieurs propositions ciblées à différents bailleurs. Donc, chaque bailleur finance une composante spécifique. Si ça doit être le même bailleur, ben, il faut convaincre ces bailleurs-là à être alignés comme l'unique bailleur qui devra commencer à financer progressivement le chose. Cela va renforcer la crédibilité opérationnelle. C'est un projet multisite soulève toujours des questions. Il y a des problèmes de capacité de gestion, il y a des problèmes de la logistique, il y a des problèmes de la gouvernance. Ouais. Là-dedans, vous devez démontrer que votre équipe est structurée par zone, que vous avez des partenariats locaux solides, éprouvés, palpables. Vous devez prouver qu'il y a un système de suivi centralisé. Alors, à ce moment-là, il faudra intégrer une forte logique d'impact parce que les bailleurs veulent voir qui bénéficie exactement de tout ce que vous faites. C'est combien de personnes, quel est le changement mesurable, palpable comme ça sur le plan des indicateurs. Donc, il faut éviter les formulations vagues et très souvent qui reviennent toujours comme améliorer les conditions de vie, et puis il faut plutôt privilégier
des expressions comme augmenter un taux d'accès, par exemple 30%, augmenter d'accès à l'eau potable pour 2000 ménages. C'est plus précis. C'est plus précis. Donc, il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup de soumetteurs de projets commettent, par exemple, en voulant tout faire en même temps, en voulant présenter un projet trop large et flou, sans pouvoir prioriser quelque chose, en sous-estimant les coûts et la logistique. Ouais. Donc, c'est très, très, très important. C'est tout ça, personnellement, que moi, je peux, en peu de mots, vous conseiller par rapport au projet que vous avez présenté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Modeste, pour cette orientation. Et je pense que, comme un maître des faits venait de le dire, nous allons nous y mettre comme nous connaissons les problématiques de la zone. Bon, nous sommes dans la province du Nord Kivu, nous connaissons les vrais problèmes. Nous allons identifier parmi les différentes thématiques que nous avons proposées, choisir une ou deux, comme le cordon global l'a dit, et nous y travaillons et nous allons revenir vers la fondation dans un bref délai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Modeste. Merci beaucoup, notre cher frère qui a accepté de présenter son projet, nous évoquer son projet pour qu'on puisse l'utiliser comme cas d'école. Cet espace que nous venons de traverser, il est capital. Et d'ailleurs, nous allons le découper et le mettre à titre de formation sur notre espace, dans nos espaces YouTube, WhatsApp, Facebook, pour qu'il puisse servir à tous ceux qui viendront à pouvoir écouter ce qui est dit, comment le faire et comment le faire mieux. Voilà. Je ne sais pas comment dire merci à Papa Modeste. Franchement, c'était magistral et c'est exactement pour cela que nous avons créé cet espace. Donc, je rappelle que nous sommes dans la Fondation Chantal Massembo. Mon nom est Kenetala, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo, qui a pour but de redonner le pouvoir à nos populations à travers la reprise en main de leur destin par des projets auto-centrés. Pendant longtemps, nous avons souffert. Pendant longtemps, il y avait des projets qui ont été en Afrique. De l'argent a circulé. L'argent circule encore en Afrique, mais l'argent est venu et reparti. Nos problèmes sont restés aujourd'hui. Nous savons comment aller chercher cet argent parce que c'est les mêmes personnes qui donnent l'argent à tout le monde. Sauf que jusqu'ici, il n'y a que les UNESCO, les USAID et tous les autres que vous connaissez qui sont allés chercher cet argent pour venir en Afrique. La plupart certaines fois, on nous faisait comprendre qu'on ne valait rien, qu'on ne connaissait rien. Non. Aujourd'hui, nous pensons que nous en connaissons suffisamment. Nous sommes suffisamment conscients des défis de nos populations, que nous sommes capables de prendre entamer ce qu'il faut, prendre des décisions majeures pour pouvoir avancer dans la résolution. Et nous avons créé l'espace volontaire pour que les différentes initiatives puissent se rencontrer, qu'on puisse aider les uns et les autres, les accompagner pour leur donner de l'argent qu'il faut pour avancer dans leur projet, mais d'abord pour leur donner la formation nécessaire. Et nous avons aussi nous sommes en train de vouloir former la crème de la crème qui comprendrait, qui sera suffisamment aguerri sur pourquoi nous sommes ici et qui va pouvoir prendre les actions nécessaires pour avancer. Parce que ce qui nous manque en Afrique, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la connaissance, mais c'est la crédibilité. Et nous sommes en train de vouloir former nos populations à être suffisamment crédibles de façon technique, point de vue technique, de point de vue de la morale, pour que nous puissions porter nos projets en avant. Bienvenue à tous ceux qui viennent se connecter à nous. Bienvenue à notre sœur du Burkina Faso. Elle m'a envoyé un message inbox, mais ne m'a pas donné son nom. Donc, son numéro, c'est 22607516868. Vous représentez le pays des hommes intègres. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Ah, Madame Colette. Oui, nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Bienvenue. Vous êtes appelés à contribuer, participer, et puis pour que enfin nous puissions
avoir le bien-être que tout le monde attend en Afrique. Je vous redonne la parole. Je redonne la parole à notre frère Moïse pour continuer à coordonner la réunion d'aujourd'hui. Et voilà. Merci à tous déjà pour votre temps. Nous savons que ce n'est pas forcément très facile de trouver du temps pour à consacrer à écouter des choses en ligne, mais je pense qu'on a toujours du temps pour les choses qui nous portent à cœur. Alors, je vous donne la parole, Monsieur Moïse. Merci beaucoup pour la parole et merci sincèrement à notre patriote Yash Modeste qui vient de nous donner une synthèse par rapport aux orientations et canaux à suivre pour que nous puissions élaborer des projets et répondre directement aux normes internationales. Je vois que personne qui a levé la main, mais il nous écoute. Celui qui a aussi à nous parler, nous disons bienvenue. Les micros sont ouverts à tout et chacun. Merci. Alors, je vais juste reprendre la parole pour rappeler le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la rédaction des projets. Nous parlons des projets. Comment faire pour soumettre un projet pour qu'il soit accepté, pour qu'il puisse être réalisé. C'est quoi les critères de la Fondation Chantal Massembo? Hier, nous avons parlé des critères. Aujourd'hui, nous parlons de comment soumettre un projet. Et le projet de Monsieur Moïse, nous l'avons pris comme un cas d'école. Alors, je vous redonne la parole, Monsieur Moïse, pour la suite. Merci beaucoup. Les collègues, vous avez compris, nous sommes